La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Alors voilà, cet épisode avec quelqu'un que je ne connais pas. On s'est rencontrés il y a 3 minutes. C'est la magie de ce podcast d'OVNI qu'on propose avec Arnaud, Augustin et toute la clique. C'est d'un peu se découvrir devant tout le monde. Alexandre, je suis ravi de te recevoir. On a à peine eu le temps de discuter, juste de se faire un café, mais voilà. Je vais me plier à un petit exercice. Je me dis que, tiens, je regarde pas, je vois Stud Apart. Je vois ton visage de poupon presque. Alors, on doit te le dire souvent. Je pense que tu rentres pas en boîte. C'est embêtant. Mais, oui. Toujours ? Eh ben, écoute, toujours. Je te garantis que quand je suis allé au ski, on m'a demandé ma carte d'identité pour aller à un bar assez connu. Voilà. Donc, mes potes se foutent de moi. À la Folie Douce, c'est ça ? Exactement, okay. C'est ça. Ils n'ont pas voulu me laisser rentrer sans ma carte d'identité. Donc voilà. Ouais, je sais pas exactement l'âge que t'as. Alors, moi, je me dis, je vois juste Stud Apart. Je me dis que t'as l'air jeune. J'ai juste vu que t'avais monté ça en 2014. Donc, si je tire le fil, je me dis, t'as monté un business pendant que t'étais étudiant, autour d'un truc d'étudiant, qui a visiblement dû pas trop mal marcher puisque tu débarques ici et que t'es investisseur dans l'OVNI, c'est ça ? Et donc tu vas m'expliquer un peu comment c'est tout ça. Je suis pas complètement à côté, c'est ça ? On est à peu près dans le T'es vrai. plutôt dans le clou, tu vois. Okay. T'as du métier. Ok, ça va. Bon, mais alors, donc, on doit te balancer quand même ton âge, du coup, pour savoir. Ouais. Donc, j'ai 29 ans. Ok, ouais. Donc, tu pourrais en faire 19, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ok, et à 19, t'en faisais déjà 19 ou t'en faisais 12 ? J'en faisais bien plus jeune. Je pense que tu peux retrouver des photos de nous sur BFM quand j'avais 18 ans, quand on a lancé effectivement Stud Apart. Ouais, c'était c'est marrant parce qu'on avait des clients qui étaient des écoles, ouais. Et on se présentait à l'accueil de l'école. On disait on a rendez-vous avec Monsieur Intel qui était souvent soit le directeur des relations internationales ou la directrice des relations internationales. On se dit ah non mais les admissions c'est par là, etc. non mais vraiment on n'est pas là pour passer nos euros, on est là pour vendre quelque chose, etc. Et voilà. L'histoire de ta vie, quoi. Ouais. C'est chaud. Écoute, quand on est jeune, on veut paraître plus vieux. Quand on est vieux, on veut paraître plus jeune. Donc, exactement. Voilà, je suis content d'être jeune et de paraître jeune. Écoute, Alexandre, ce que je te propose, c'est qu'on fasse, pour se découvrir et découvrir aussi tes motivations à rejoindre OVNI et puis ce que tu vas aussi pouvoir nous apporter, peut-être. C'est qu'on fasse comme dans mon format plus Génération Do It Yourself, c'est que je te propose de te présenter si tu veux bien. Ouais. Donc moi je suis Alexandre Ducœur, donc j'ai 29 ans, on vient de le dire, j'habite à Bordeaux depuis 3 ans et effectivement je suis entrepreneur. Donc ma première expérience très significative c'est Stud Apart, donc on a lancé en fin 2013 une marketplace de réservation de logements pour le moyen long séjour en France. Donc on est passé par évidemment beaucoup de péripéties pour en arriver jusque là aujourd'hui. Et voilà, globalement, ma courte présentation. Donc Stud Apart, en fait, tu t'es dit, j'ai pas de... c'est difficile de trouver un logement, il faut que je trouve un truc qui permette de le faire plus facilement, c'est ça ? Exactement, on a eu le besoin, on est arrivé en école de commerce, première année, on s'est dit, mais en fait, on a galéré pour trouver un appart, pourtant on faisait pas partie de ceux qui étaient les plus à plaindre, et on s'est dit, mais c'est dingue le parcours du combattant par lequel on est passé, alors même qu'il y avait 500 de nos camarades de deuxième année qui sont partis à l'étranger et qui ont libéré 500 apparts dans le quartier. Donc on s'est dit, en fait, il y a sûrement quelque chose à faire. On recherche un appartement comme on recherchait un appartement il y a 15 ou 20 ans, effectivement sur des listings de petites annonces, mais ça reste la croix à la bannière et il y a peu de confiance dans le marché. Et donc, on s'est rapidement lancé. On a eu l'idée en novembre et on a monté la boîte en janvier. Extra. Et alors, le modèle, c'est quoi ? Tu prends de l'argent à qui ? Donc le modèle, c'est un modèle marketplace. Donc on prend un fee de réservation globalement pour payer par les locataires ou les professionnels de l'immobilier.
Donc Studapart, aujourd'hui, on génère un peu plus de 120 millions d'euros de revenus sur les loueurs, enfin pour les loueurs. Et pour nous, ça nous représente un peu plus de 12 millions d'euros de revenus à nous. Et voilà, donc le modèle, c'est principalement les loueurs et les locataires qui payent sur les fees de réservation. On a une petite partie abonnement, mais qui n'est pas représentative. Donc tu gères pas après l'appart sur Studapart, en revanche, une fois que t'es... ou c'est peut-être ça ce qui est pas significatif, mais comme, je sais pas, Monsieur Hugo, Nopilo, toutes ces boîtes-là, surtout Monsieur Hugo, je crois, c'est ce qu'il fait, ou j'étais chez qui, moi, avant Rentila, ou ce genre de trucs. Ouais, Rentila, etc., ils vont te préparer toute la gestion, effectivement, administrative de tes locations. Nous, on va être là pour s'assurer que tu remplisses bien avec le bon locataire, et surtout que si tu as des problèmes d'impayés ou de dégradation, tu as un tiers de confiance qui est Studapart. Alors justement, lundi, je vais faire installer la fibre dans un appart que je viens de terminer. J'ai 3 chambres, 3 salles de bain, 3 clés pour chaque chambre, et puis il y a des parties communes, une sorte de co-living, coloc, co-living. Ça, tu fais sur Studapart ? C'est la plupart de nos réservations. Ouais. Ok, cool. Tu devrais essayer ? Je vais essayer ce week-end, il faut que j'aille faire les photos, mais très bien. Alors, qu'est-ce que tu te dis quand tu as des étudiants ? Tu te dis que ils font la teuf, tu te dis que ils restent 1 an et puis ils s'en vont, tu te dis que... Alors ça, je crois que c'est de moins en moins vrai, mais qu'ils te laissent le mois de juillet, août, ton appart en plan. Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que j'ai tort ? Enfin, c'est ce que se disent les gens au moins. Est-ce que c'est vrai ? C'est faux ? Non, c'est pas tout à fait vrai. Déjà, la teuf, souvent, il y a des règles de copropriété et c'est pas vraiment le propriétaire qui a à gérer ça. Hein. C'est le locataire, une fois qu'il est résident, il doit s'abstenir aux règles de la copro, sinon c'est les flics qui viennent, c'est pas le propriétaire. Après, les dégradations et la durée de séjour, ça c'est vrai, il y a beaucoup de... les dégradations, c'est pas vraiment vrai parce que justement, les appartements tournent beaucoup. Donc, l'avantage de la durée de séjour, c'est que on garde la main sur son appartement, il y a du flux tous les 4, 9 mois, 12 mois. Et donc, finalement, il y a un état des lieux d'entrée et de sortie qui diffère normalement peu parce qu'il y a peu d'usure entre les deux. Et sinon, il y a un dépôt de garantie au milieu. Voilà, mais surtout, après, on se dit aussi que c'est une clientèle qui, en général, paye un prix de loyer au mètre carré qui est quand même un peu plus supérieur aux grands appartements. Et donc, c'est la raison pour laquelle les investisseurs comme toi découpent des logements pour faire 3 chambres plutôt que de louer à une famille. Tout à fait. Trop bien. Écoute, je te négocierai les prix après, mais non, je me demandais, je sais pas s'il est plus adapté cet appart à des jeunes diplômés qu'à des étudiants, parce que dans Paris, ça fait vite cher, c'est genre vite 1000 € la chambre en fait. Ouais. Nous, on est agnostique, donc on a effectivement une majorité de réservations d'étudiants étrangers aussi, mais on a beaucoup de jeunes actifs qui réservent des logements sur Studapart. On a des parents isolés, on a toutes les personnes qui ont besoin en fait d'un logement pour du moyen terme, qui se projettent pas très long terme dans un appartement et qui se disent voilà, c'est un appartement de transition et j'ai à peu près une date prévue de fin. Ok, donc 120 millions de volume d'affaires, tu m'as dit, c'est ça, et 12 millions de CA. Donc finalement, si je fais un raccourci très fort, c'est à peu près 10% de commission ish prise peu importe où, c'est ça. Vous êtes autofinancé ? Non. Donc dans notre développement, on a levé des fonds avec Isaïe et leurs souscripteurs en 2015. De nouveau un petit peu en 2018, on a levé en tout 1,5 million. Ok. Donc on s'est très peu dilué et très vite on avait un modèle qui était rentable depuis 2019. Donc ils sont toujours là encore, Isaïe et leurs souscripteurs ? Alors ils sont toujours là mais bientôt plus. D'accord. Puisqu'on a cédé à un groupe néerlandais en janvier 2022 et on a fini la période d'earn-out là, et donc on a la session finale au mois d'août. Ok. Donc toi tu quittes la boîte après ? J'ai un contrat aujourd'hui d'accompagnement de la transition, etc. Donc, je ne sais pas ce qu'il adviendra. Ce qui est sûr, c'est que j'ai quitté mes fonctions de mandataire social. Ok, donc tu vas voir tout ça, tu réfléchis à la suite, quoi, un peu, c'est ça ? Exactement. Ok. Exactement. C'est un truc de ouf, quand même. T'as créé ça à 18 ans. Et t'étais dans quelle branche ? Commerce. Je suis sorti, mon premier job, c'était serveur l'été en Corse. Ouais.
Et après, je suis arrivé en septembre en école de commerce. J'ai un peu fait la fête. Et dès le mois de novembre, voilà. Alors attends, comment t'es serveur où en Corse d'ailleurs Juste pour comprendre, je disais à mon neveu, il n'y a pas 2 jours qu'il devrait faire ça, donc Ouais. je me demandais comment on faisait. Eh ben, moi, en 2012, du coup, c'était l'été 2012, comment j'ai fait? J'ai pris le beau temps Ouais. des entreprises et T'as j'ai appelé. commencé, j'ai appelé et tu vois, j'ai été pris à Harmonia Restaurant, donc c'était à côté de Porto Rico, donc D'accord. j'étais pas allé très loin dans le beau temps. Bon pour boire ou pas? Ça marche Eh la ben, Corse? Ou c'est- Le pourboire, alors il y a des restos qui donnent des bons, enfin oui, t'as des bons pourboires. Moi j'étais dans un resto traditionnel corse qui était proche du caveau. Ouais. Il y avait pas beaucoup de passages, donc non, beaucoup moins. Mais j'avais les avantages, c'est que j'étais déclaré déjà, donc voilà, et j'avais 2 jours de repos par semaine, ce qui est pas toujours le cas quand on est saisonnier. Ouais. Et donc tu reviens, tu vas dans une école de commerce, qui est une grande école de commerce, une école... Non, plutôt moyenne, enfin ils aimeraient s'appelle pas que comment je dise ça, mais le SG Management School qui est devenu Paris School of Business, donc Ok. c'est une école de commerce post-bac et une école correcte. J'ai fait l'IPAG, hein, tu sais, il y a Ouais. pas de... Tu vois, et je pense que ça, finalement, en effet, de toute façon, quand tu sors de HEC, ESCP, ESSEC et EM Lyon, en gros, et les decks, évidemment, eh bien, les autres sont moins... Ah oui, visibles. c'est clair. Ouais. Mais en fait, je pense que t'en fais ce que tu veux de ton diplôme. Et d'ailleurs, toi, t'as même pas attendu d'avoir ton diplôme. Tu l'as fini? Non, on a quitté en fin de 2e année. T'as drop out? T'as Ouais. pas de diplôme? T'es Non. autodidacte? Je T'as le suis bac sur le papier autodidacte, j'ai le bac et non, pas vraiment parce que après on est allé à la Sorbonne en quittant le SG en formation continue, donc j'ai une licence quand même, ils m'ont accepté en formation continue. Ça a été hyper formateur parce qu'on était avec des gens pour le coup qui avaient 40 ans, qui reprenaient eux leurs études. Donc pour nous c'était assez facile puisqu'on était encore dans le bain des études de suivre et surtout ça nous a permis de nous focus à 100% sur l'aventure entrepreneuriale. Est-ce que le Paris School of Business va te donner un, comment ils appellent ça, un honoris causa? Tu sais ce qu'ils ont... Diplôme d'honneur, ouais. Ouais. Écoute, j'en sais rien, je cours pas après. Ils pourraient quand même. Il pourrait, effectivement. Ok. Donc c'est une aventure qui a duré 10 ans, si je comprends bien. Ouais, Enfin, ouais. 10 ans avant que tu la cèdes, et, Ouais. incroyable. Et juste raconte-moi comment tu l'as créé, parce que on est quelle année t'as dit, tu m'as dit? 2013, fin 2013, début 2014. Donc ouais. les startups, ça commence à... Enfin, moi je vis dans ce milieu-là à ce moment-là, mais c'est pas non plus ce que c'était en 2018 ou 2020. Rien à voir, quoi, ouais. Bah, on a vécu cette période justement de tout début de la French Tech. Hein. Nous, on est la première année de l'incubateur de notre école. Ok. Donc en gros, il venait de se créer et on a fait partie des premiers candidats et premiers reçus de l'incubateur de l'école. Donc c'était effectivement dans certaines grandes écoles déjà un petit peu développé, mais dans des écoles pour autant avec pas mal de moyens comme le SG. C'était la toute première année de l'incubateur avec un staff qui n'était pas encore du tout formé à accompagner des jeunes entrepreneurs. Comment on crée au début, avec l'insouciance de quelqu'un qui a 18 ans et qui se dit « il y a un problème, il faut absolument trouver une solution ». Et puis rapidement, avec les problèmes d'un entrepreneur, à savoir que on joue à ressources limitées et le temps ne joue pas avec nous. Donc, Mais tu sais pas faire de dev? Non. À l'époque, c'est pas si simple aussi non plus, ça coûte plus cher. Ouais. Tu fais comment? Enfin, comment tu fais pour juste... T'as des loueurs, enfin, t'as des propriétaires et des locataires, c'est ça en gros? C'était déjà ton... Non, le business model à l'origine, ça s'appelait pas StudAppart, ça s'appelait eae-imo.com. Donc déjà, on avait un nom horrible qui s'appelait étudiants et étudiants immobiliers. Donc en gros, l'idée, c'était de se dire, les étudiants de 2e année qui libèrent leur appart, ils vont le donner aux premières années. Et nous, on va prendre un fee au milieu et on va redistribuer une partie de ce fee aux étudiants qui ont libéré leur appart. Donc, ils vont avoir intérêt à nous donner finalement l'info qui parte. Donc ça n'a pas du tout marché. On avait un business plan, on devait faire 350 000 euros de chiffre d'affaires, on a fait 1000. Ok. Et on a, pour le dev, en gros, on est parti avec 20 000 euros de départ avec mon associé. Et on a dépensé 18 000 euros de ces 20 000 euros dans la première version du site internet. Okay. On a dû mettre à la poubelle au bout d'1 an. Enfin, même au bout d'1 semaine, on savait qu'il n'allait pas du tout fonctionner comme ça. Donc, on contournait le site par nous-mêmes, par des stagiaires non rémunérés, etc. Et on a eu la chance, après cette première itération, de recruter quelqu'un de l'école 42. C'était pareil, c'était la première année de l'école 42 en 2014.
et de participer à un concours que Xavier Niel, Marc Simoncini, Jacques-Antoine Grandjean avaient lancé, donc qui s'appelait 101 projets. Ok, je me souviens très bien, voilà. trop bien. Ouais. Voilà. Et donc on a candidaté alors qu'on savait que notre truc ne marchait pas, mais il se racontait hyper bien. Okay. Et donc on a réussi à faire partie des 101 derniers. Et donc là on a de nouveau eu 25 000 €, donc quasiment notre mise de départ. Et là c'est ce qui nous a permis en fait de pivoter et de pas refaire les mêmes erreurs en se disant bon, ok, on va développer le truc. C'est intéressant ce que tu dis parce que en fait tu dis ça se vendait bien, mais ça veut aussi dire que tu avais quand même un narratif, un truc dedans un vrai problème et que vous étiez peut-être les bonnes personnes pour le régler. Mais ce qui est aussi, je pense, double intéressant, c'est que tu as eu besoin de passer par le premier produit pourri ou en tout cas qui n'a pas marché pour arriver au deuxième. Et donc ces itérations, de temps en temps, tu te dis putain, on a déconné, on aurait peut-être pas dû faire ça, alors que non, c'était nécessaire en fait. Hein. Mais c'est drôle comme c'est là où tu vois de temps en temps la consommation de cash, ce qui est pas toujours facile à comprendre pour les gens qui bootstrap, mais dans des startups à différents niveaux, elle est importante quoi, pour aller plus vite. C'est clair. Après, nous, en fait, le vrai tournant dans l'aventure, c'est notre posture en se disant, en fait, on va pas développer. Enfin, on a une idée, mais en fait, la solution, on l'a pas, et on va écouter du coup le marché, alors que au tout début, on s'est dit, ok, on a une idée, en plus on a la solution, et en fait, on a peu écouté les gens, on pensait que le marché, il était en retard, etc. Enfin, qu'on était un peu trop en avance sur le marché. Et la réalité, c'est que à partir du moment où on est sorti de notre bureau et qu'on n'avait plus que 2 000 € sur le compte en banque, c'est à ce moment-là qu'on a été créatif, quoi. Ok. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et en effet, souvent, c'est au moment où tu es raide à l'os que tu vas essayer d'être meilleur. Quand tu reprends ces 25 000 €, tu redéveloppes un produit, du coup. Qu'est-ce qui fait ça pour vous ? Notre dev qu'on a associé après derrière Capital, donc de l'école 42, qui était un petit génie du code et qui lui pour le coup était hyper bon développeur et surtout bon pour craquer la phase de 0 à 1, c'est-à-dire faire les premières lignes, développer très vite. Tu lui dis le matin ce que tu veux, quasiment le soir t'as les premiers résultats déjà en ligne. Alors c'est pas hyper propre, mais ça marche et ça nous permet surtout d'avancer et d'itérer. Donc, tu es une marketplace, tu dois avoir des propriétaires et des locataires. Par quoi tu commences ? Ça a été finalement ça le plus dur. Et en gros, l'énorme changement dans notre modèle, il a été de passer d'un modèle B2C à un modèle B2B2C. Donc, en gros, on est passé de nous qui faisions du marketing à aller voir les écoles et universités. Et en fait, on est allé voir une première école qui nous a dit « Mais en fait, moi, ce que je veux, c'est pas un partenariat avec vous, c'est ce que vous faites, je le veux pour mon école. » Et du coup, c'est ça qui a tout changé, c'est-à-dire qu'on s'est mis à être invisible. Donc, toute la phase de 2015 à 2019, Studapart n'existe pas. On édite des marketplaces pour les écoles et universités. On en a signé quasiment 200. Et c'est elles, derrière, qui disent en gros, on est une solution d'hébergement pour nos étudiants. Et donc, on centralise tout dessus. Donc, HEC, on gère tout leur off-campus, Schema, en gros, on a 38 sur les 40 écoles de commerce. Et c'est ça qui a tout débloqué pour nous parce que, en fait, le loueur qui initialement avait investi, par exemple, à Nantes, à côté d'Audencia, il avait l'habitude d'être dans les listes d'Audencia pour tous les étudiants. Et là, Audencia lui dit, non, maintenant, on va plus donner de liste, il faut mettre une annonce sur audencia.studapart.com. Et donc, c'est comme ça qu'on a finalement craqué l'acquisition de loueurs. En plus, en craquant la confiance d'un coup, parce que on n'était pas Studapart, on était Audencia Studapart. Et donc, on était même housing pour Audencia.edu au début. Maintenant, on est visible, on est audencia.studapart.com, mais avant, on faisait même des sous-domaines totalement en marque blanche pour les écoles. Donc, on peut, en effet, je vois certaines écoles, là, avoir donc, je peux aller sur une école plutôt que d'aller sur Studapart et dire, je vais être proposé à cette école. Exactement. C'est pas mal. Exactement. Donc, en fait, il y a le sentiment déjà d'exclusivité. Donc, pour tous les étudiants internationaux, c'est génial parce que l'école, elle lui dit, en fait, oui, on a une solution d'hébergement off-campus, là, pour le cas d'HEC, pour ceux qui n'arrivent pas à héberger sur le campus. Et donc, dessus, on centralise les offres des propriétaires qui ont l'habitude de louer à des étudiants d'HEC
et tout le parc et le portfolio de Studapart, puisque aujourd'hui, ça représente quand même 99% de l'offre proposée sur ces marketplaces-là sont des offres Studapart, parce que le loueur qui loue à HEC ou à l'université Paris-Saclay, en fait, un étudiant, lui, son objectif, c'est quand même d'être rempli. Et donc, les écoles bénéficient de notre réseau mutualisé d'offres derrière, mais le hack du début, c'est vraiment l'école qui nous l'a apporté. Ok. Et très clair. Et alors, ça, l'école, tes premiers euros, ils viennent d'où? C'est les écoles qui te les donnent? Premiers euros, c'est les écoles qu'on fait payer. Ça a été vraiment un élan, quelque chose d'hyper important dans notre modèle. C'est que oui, c'est eux, in fine, qui nous apportent les clients. Mais vu qu'on leur apporte un service, il fallait qu'elles nous payent, surtout pour qu'on ait accès aux décideurs à l'intérieur des écoles. Parce qu'il ne suffit pas de signer l'école en mode oui, on est partenaire avec HEC. Mais c'est vraiment, est-ce qu'on est implémenté à l'intérieur d'HEC? Et pour être implémenté, il faut à un moment donné que les décideurs prennent les décisions. Ils te payent combien? 3 000 euros par an. 3 000 euros par an. Donc voilà, ça représente très peu de nos revenus aujourd'hui, les écoles et universités. Mais c'est quand même important qu'il y ait Sophie parce que ça engage, parce qu'on leur offre aussi un service. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les problématiques d'hébergement off-campus de ces établissements-là, même si les étudiants n'ont pas forcément réservé via Studapart, il y a un Indien qui doit arriver dans l'école à une semaine de démarrer les cours, il n'a pas de logement, c'est notre service support qui va aller l'accompagner, y compris sur des offres qui peuvent être en dehors de Studapart. Ok, extra. Comment tu vois toutes ces ressources à cet âge-là, je veux dire, ça te venait d'où? C'est tes parents, t'avais des rôles modèles, c'est assez chaud quand même, je veux dire. Depuis tout petit, alors déjà on a baigné un petit peu dans un environnement avec mon associé entrepreneurial, plutôt industriel de mon côté. Mais depuis tout petit, j'ai un peu ça en moi. Je vendais déjà des petits trucs à l'école, mon associé encore plus. Donc il y avait un peu shit. Non. Je sais pas, tu me dis je vends des petits trucs, j'essaie de savoir ce que c'est. Non, mais c'est par exemple, je troquais des cartes Pokémon, des trucs. Enfin, j'étais vraiment déjà dans le truc. C'est bon, il y a prescription, hein, tu peux nous le dire. Non, mais j'étais pas là-dedans. Et puis mon associé, il faisait venir des trucs de Chine. Il avait un catalogue, il vendait des maillots de foot officiels ou sous-officiels. Quand il s'agit de toi, tu balances pas, mais là, ton associé. Ok, ouais, ça, c'est vrai que c'était fou. L'époque de la découverte de Alibaba et tout, là, 2012-2013, tu vendais des trucs. Après, il y a eu le dropshipping, tout ça, mais incroyable. Ok. Vous avez créé quoi, une SAS à deux, puis avec votre associé, enfin. Ouais, au début, on avait fait une SARL, puis après, les conditions d'entrée d'Isaïe, c'était de passer en SAS. Okay. Donc, on est passé en SAS. Et Isaïe, un gros fonds comme ça, pardon, on va pas bitcher sur les concurrents, c'est pas l'idée, mais un gros fonds comme ça qui voit de petits jeunes comme ça, il y a pas un moment où ils se disent on va se les farcir? Alors se les farcir non, mais on a été refusé d'Isaïe. L'histoire c'est que en fait on a été refusé d'Isaïe avec leur mail très gentil automatique parce on faisait partie des 2000 qui avaient déposé notre dossier sans aucun réseau sur le site et ils ont pas fait je crois un invest sur les gens qui ont déposé leur dossier directement sur le site. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que mon associé, il est passé sur French Web et Geoffroy Roux-de-Bézieux, du coup, qui est un des associés et fondateurs d'Isaïe, a vu la vidéo de mon associé sur French Web et il avait galéré l'été d'avant pour trouver un appart pour son fils. Et donc, la problématique lui a parlé, il a fait contacter son conseiller financier, il nous a fait contacter et on est repassé par la petite porte, du coup, chez Izaï, propulsé par Geoffroy Roux-de-Bézieux qui a dit, après nous avoir rencontrés, moi, je vais investir et j'aimerais bien que Izaï co-investe avec moi. Et donc, on est passé par le process derrière Izaï. Et quand on a pitché devant tous les souscripteurs, vu que notre tour était un peu sur-souscrit, on a plutôt bien négocié nos conditions d'entrée. On n'était pas à plaindre. Ok. Tu peux nous les donner, non? Ouais, bien sûr. On a levé 700 000 euros alors qu'on faisait 40 000 euros de revenus. Donc en 2015, donc on resitue aussi les montants qui après ont un petit peu explosé sur une valo pré-monnaie à 3 millions. Ok. Ouais, donc ça fait en effet une faible dilution. T'es aux alentours de 20%. Ouais. Extra. Et donc tout ça grossit très vite derrière, puisque
On fait 1 2015, million. Ouais, en gros, on fait 1 million en 2017, 2 millions en 2018, pas loin de 3 en 2019. 2020, on fait le même chiffre d'affaires pendant le Covid. 2021, on fait 4 millions et demi. 2022, on fait 7 millions et demi. 2023, on fait 10 et demi. Et cette année, on va faire entre 12 et 13. C'est genre que vous êtes rentable depuis un bout de temps, du coup, non ? Ouais, depuis 2019. Waouh. Ouais, donc, après, très rentable, du coup, parce que j'imagine que... C'est un modèle qui est effectivement assez rentable. Enfin, on a un modèle marketplace, donc on prend des frais de réservation. Effectivement, on a quand même une équipe de 70 salariés, donc on a des charges. On fait du marketing. Maintenant, on a quand même plus de 50% de nos revenus ne viennent plus des écoles. Maintenant, viennent en direct sur la marketplace. Donc, on a des charges marketing qu'on n'avait pas avant. Mais néanmoins, oui, c'est un business rentable. Et vos concurrents sont... Parce que finalement, t'as une concurrence finalement un peu des plateformes de genre Airbnb ou de... Airbnb, pas trop. Je sais que tu pouvais faire du moyen terme sur Airbnb de plus en plus. Vrai. Mais C'est vrai, mais le propriétaire Airbnb qui fait du moyen terme, souvent, il couple avec du long terme, avec du court terme, parce qu'il a atteint ses 120 nuits ou il a atteint les limitations qu'il peut avoir sur Airbnb. Mais essaye à Paris de réserver un appartement pour un mois. Effectivement, il y a des offres, mais bon, tu passes de 4 000 € de loyer pour un studio à 3 400 €. Donc oui, tu as 15% de réduc, mais à 3 400 € le studio, on n'a pas les mêmes clients. Donc nous, nos concurrents principaux sont les plateformes Le Bon Coin, Se Loger, PAB. En fait, c'est toutes les plateformes qui sont proposeurs d'hébergement sur le digital, quoi. Et les propriétaires, en passant chez toi, ils ont quelques garanties, hein, c'est ce que je voyais sur le site. Ce qui fait la grosse différence, c'est qu'on est un tiers de confiance. Donc, en gros, nous, on est gratuit pour les propropriétaires particuliers. Donc, par exemple, toi, tu mets ta coloc ce week-end sur Studapart. On est gratuit pour toi. C'est ce qui te fait, en fait, l'adhésion aussi au service. Tu prends pas de frais, toi, pour les locataires. Donc, on va pas te charger de frais. Par contre, tu as intérêt à passer via nous parce que tu sais que les impayés, on va les prendre en charge s'il y en a. Et surtout les dégradations immobilières gratuitement pour toi. Okay. Donc, en gros, tu vas recevoir des dossiers complets. Tu verras, l'app, elle est hyper friendly à utiliser. Et en plus, tu as ce truc de je suis en confiance parce que si j'ai un problème, eh bien, j'ai une garantie derrière. Comme si quand tu loues sur Airbnb, en tant que loueur et hôte, tu as une garantie et sur Studapart pareil. Les problèmes, il y en a beaucoup. Il y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, ils sont parfois lourds à gérer. Okay. Donc non, le modèle, c'est qu'heureusement, il n'y en a pas beaucoup, sinon ça serait compliqué. Mais il vaut mieux pas tomber. Souvent, la médiation suffit pour gérer les problèmes. On m'a dit que le pire problème que tu puisses avoir dans des colocs ou des trucs comme ça, c'est des déséquilibrés, en fait. Des gens un peu fadins, tu vois. Oui. Je sais pas si c'est déjà arrivé, j'imagine avec le volume, oui, mais... Ouais, bon, on en a des deux côtés, hein. On a aussi des déséquilibrés de propriétaires qui, parfois, dans certaines régions, certaines tranches d'âge aussi, n'ont pas vraiment les codes et surtout, vu qu'ils sont en position de force, n'ont jamais trop respecté les règles. Et donc, on a des trucs un petit peu qui rentrent chez leurs locataires comme si c'était chez eux, parce que c'est chez eux. Oui, ou qui les mettent à la porte en raison de leur nationalité. Enfin, on a des trucs un peu chauds, parfois. Ok, sympa. Vous avez eu un moment très très chaud quand même, non ? Avant d'être cette belle rentabilité dont on parle. Nous, on a eu 2 moments chauds. Le premier, c'est quand à la première itération. Clairement, en fait, si on remporte pas sur un projet, mon associé et moi, on part à l'étranger parce que dans notre cursus, en fin de 2e année, on doit faire 1 an à l'étranger. Et c'est fin de l'histoire. Nos parents, ils étaient gentils de nous dire « Ok, vous faites ça en dehors de vos études. C'est très bien parce que ça vous apprend des choses, mais c'était pas à la place de nos études avec 1 000 € de chiffre d'affaires. Donc il y avait quand même un réalisme et pragmatisme à ce moment-là en fait, il y a des mecs qui ont un gros nom, même si pour eux 25 000 € c'était pas grand-chose, mais qui vous ont fait confiance. Donc ça nous a donné du crédit pour nos parents de nous dire ok, vous pouvez arrêter votre école de commerce. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est effectivement avant de relever des fonds en 2018. On se lance en fait à fond, et ça c'est un apprentissage, on se lance à fond dans le côté, ok, on va acquérir des propriétaires particuliers. Avant, on travaillait principalement avec des loueurs professionnels et donc on commence à dépenser pas mal d'argent.
Et vu qu'on avait une bonne croissance et une bonne traction, on était plutôt en confiance avec nos actionnaires. Et la négo a été à ce moment-là très dure parce que c'est à ce moment-là où on a appris que tant que tu n'avais rien de signé, il valait mieux aller voir le marché et avoir des offres. Parce que les tours internes que tu refais, alors même que tu es en train de dégrader ta trésorerie, etc., sont, même si le business va très bien et qu'en board, tout le monde est ultra supportif, au moment où il faut négocier les termes, il vaut mieux avoir deux term sheets en face de toi. Écoute, intéressant. Je suis en train de penser à ça, tu vois. Un autre co-living que j'ai à Colombes, sur lequel j'ai insté un truc dispo, mais je sais pas si des zones comme ça où t'es loin des... là, t'es en 2e ou 3e couronne, ça se loue pareil. Non, Colombes, nous, on a... Enfin, voilà, aujourd'hui, en France, on est l'acteur numéro 2 après Foncia en nombre de réservations d'hébergement. Donc, on a énormément de villes. Colombes, c'est accessible par la ligne L, je crois, pour la Saint-Lazare. Enfin, t'es à 10 minutes de Saint-Lazare ou 20 minutes de Saint-Lazare. Les étudiants ou même les jeunes actifs, c'est hyper zone d'achalandise. Après, c'est la loi de l'offre et la demande. Ouais. Et là, tu mets une annonce, je sais que dès demain, tu auras plein de demandes, il n'y aura pas de problème. Super intéressant. Écoute, je vais aller poncer Studappart. Mais maintenant, tu t'en fous peut-être alors parce que... Non, juste pour finir là-dessus, la problématique, c'est plus l'offre que la demande. Hein, on est d'accord? Bien toujours. sûr, ouais. Okay. Alors après, encore une fois, ça dépend du segment, ça dépend de la ville et de la période. Mais en moyenne, oui, largement. Après, en plein mois de mars à Saint-Étienne, la problématique, c'est la demande. Enfin... Et là, la demande, cette problématique, elle évolue. Oui, la demande, tu parlais des périodes, pardon, je me suis perdu. Des périodes, là, en juin, tu peux louer un truc à des étudiants? C'est pas possible, ouais. Ouais, carrément, surtout à Colombes, parce que Paris, Île-de-France, c'est un marché un petit peu à part par rapport au reste de la France, parce que ça concentre à la fois toute la partie stage, alternance et la partie études. Ce qui est un petit peu différent d'autres villes de France, par exemple comme Grenoble, où je suis étudiant à Grenoble École de Management. Il y a de fortes chances que je fasse mon stage en Île-de-France. Et donc, je vais livrer mon appartement en avril. Et vu que les cursus démarrent en septembre, effectivement, l'été est un peu plus dur. Après, vu que si tu as un appartement bien placé au bon prix, la tension locative étant tellement forte après les résultats Parcoursup de grandes écoles, souvent, les parents, ils prennent à bail dès le mois de juillet, mi-juillet, fin juillet. Donc, tu n'as pas tant de vide que ça. Pourquoi t'as vendu tout ça une fois que c'est rentable et tout? Tu t'es pas dit à un moment, finalement, je vais racheter Isaïe, je vais vivre sur ce truc, je suis bien. Non, mais tu te marres, mais c'est une option quelque part aussi. Bien sûr, c'est une option. Je pense que si ça avait été le deuxième projet, ça aurait pu être une option. Après, ça reste des business qui sont pas scalables à l'infini. Enfin, on voyait très bien les limites potentielles en standalone qu'on avait en face de nous. Et d'ailleurs la croissance elle ralentit, donc nous on se voyait pas être à notre âge dans un business un petit peu de papa effectivement qui crée les 2-3 millions d'EBITDA et qu'est-ce que tu fais à côté? Voilà, c'était notre premier business. Là l'idée c'est qu'on a quand même bénéficié d'un marché, un écosystème startup très dynamique en 2021 quand on a négocié le deal, avec en plus à notre board des professionnels de la liquidité, des boîtes, et donc tu es en condition pour négocier beaucoup plus facile que quand tu es tout seul pour céder. Et nous, on a vendu quelque chose, je pense, qu'on aurait du mal à refaire uniquement en standalone. Ok. Et donc, tu as vendu avec une idée derrière la tête quand même, de faire autre chose ou pas vraiment? Pas vraiment, non. Okay. J'ai une idée de me dire que ça a été une super belle phase de ma vie. Comme je te disais tout à l'heure, je vais être papa. Donc, tu vas voyager, tu vas être papa, voilà. Tu coches là les cases de la bucket list. Voilà, c'est ça. Je coche les cases de la bucket list. Je me retire un petit peu pour me dire, ok,
je me reprépare à une deuxième aventure. Je sais que c'est des aventures qui sont très longues, dans lesquelles il faut pas mal y investir d'énergie. Je suis entrepreneur dans l'âme, donc je fais pas mal d'immobilier, enfin des choses déjà depuis 2018 qui peuvent m'occuper un petit peu en dehors de Studapart. Mais je vais pas me relancer là tout de suite dans l'immédiat parce que j'ai besoin d'avoir ce temps un petit peu off de reconstruction aussi de mes cercles. Voilà, après, Studapart, ça a été 150%. Enfin, t'es entrepreneur, tu vois très bien ce que c'est de ma vie. Et quand tu montes un produit, une marketplace comme Studapart, en plus, qui est hyper saisonnière, t'es un peu dans une machine à laver. T'avais des potes étudiants ou du coup pas vraiment? Ben, pas, en fait, moi j'avais des potes avant, donc que j'ai gardé comme ma femme d'ailleurs. Ouais. Voilà, on s'est mis ensemble au collège, après on s'est un peu quittés, on s'est retrouvés en tout début d'aventure. Tu vis quand même un sérieux décalage. Ouais. Ça, c'est la vraie contrepartie quand même, c'est qu'aujourd'hui, tu es hyper content de l'avoir fait, mais le plus gros sacrifice, il est clairement sur le côté social. C'est le côté où toi, t'es pas du tout aux soirées BDE, t'es pas au ski, t'es en train de charbonner. Et donc forcément, t'es un peu un ovni pour le coup dans l'école. Ce qui est moins le cas aujourd'hui. Hein. Mais quand nous, on a lancé, c'est clairement, vous êtes fous, quoi. C'est le montant de rachat, il est public? La tranche, elle est publique, oui, on a vendu un peu plus de 35 millions. Ok, waouh, énorme. Énorme, dis donc, c'est bien, bravo. Hein. Et quelle belle exécution, parce que en l'effet comme ça, c'est toujours quand tu le regardes après coup, tu te dis, bon, ok, ça fait sens, mais tu sais que c'est pas facile à mettre en place, donc extra. Et puis si jeune, c'est vraiment chouette. Tu t'es pas dit que tu allais faire de l'invest solo, toi? Tu t'es pas dit, je vais être plus smart que tous les VC et je vais me lancer en business angel? Moi, j'ai un côté un petit peu pragmatique de diversification. Donc, je me suis dit, si je le fais en solo, mais s'il y a des fonds qui existent et qui peuvent ratisser large, il faut y aller. Donc, j'ai un ratio de 30-30-30, quoi. Donc, effectivement, les fonds d'investissement font partie clairement de ma logique d'investissement, de réseau aussi. C'est génial. Tu vois, on était à la soirée d'OVNI où tu étais aussi. Ouais. C'est cool de voir que en fait l'équipe d'investissement elle a reçu des centaines de dossiers, ce que moi j'ai clairement pas le réseau pour avoir et deux l'expertise pour faire leur métier. Donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Ouais, je sens que ça permet de recevoir à nous tous peut-être en effet de pas passer à côté de certains dossiers parce que moi je les remonte tous chez OVNI désormais. Ouais, voilà. Donc, très cool. T'es rentré dans d'autres fonds? Je suis rentré chez 50 Partners aussi et je co-investis pas mal avec Astérion Venture et j'attends pour Isaïe. Ok. Très cool en effet. Moi l'exit que j'avais fait avec Ring, je suis aussi rentré un peu dans Ring, ça me semblait un peu faire en effet. Mais eux c'était différent, ils avaient racheté une partie de mes parts donc du coup c'est eux qui avaient monétisé une partie des choses. Mais une belle équipe qui gère bien aussi. Ok. Qu'est-ce qui t'a plu chez OVNI? Il y a des choses un peu spécifiques à OVNI Carrément, moi, alors déjà, ce qui m'a plu chez OVNI, c'est je suis rentré vraiment tout début, enfin pas dans les 10 premiers, mais quand même récemment, c'est l'énergie d'Arnaud d'abord, et puis d'Augustin avec sa complémentarité avec Arnaud. Donc déjà, c'est l'équipe en mode, tu te dis, moi mon analyse c'est ils veulent cartonner, enfin ils se laissent pas la possibilité d'échouer, donc et en plus ils sont en position avec leur passé à tous les deux de se dire ok en fait on n'est pas là pour échouer. Donc et ils sont tellement complémentaires, hein, c'est ce que tu as dit, mais les deux profils en fait c'est un peu rien à voir. Tu te dis avec deux profils comme ça tu peux forcément que ratisser large, quoi. Ouais. Exactement. Et puis, j'ai trouvé leur approche hyper intelligente de dire, OK, en fait, on va pas faire un fonds à 50-100 millions, mais on va plutôt aller chercher un fonds plus adressable, plus facile du coup de faire x3 sur un fonds de 25 que de faire x3 sur un fonds de 100. Donc, il y a quand même une logique rationnelle et pragmatique de
En fait, on parlait d'Isaïe tout à l'heure. Pour moi, OVNI, je le compare un petit peu au Isaïe 1, quoi. C'est-à-dire, on lève un petit fonds avec un gros réseau d'entrepreneurs, du coup, qui sont contents et qui sont pas ultra dilués dans une énorme masse d'institutionnels où, en fait, ils ont un ticket de 100 ou 200K sur un fonds qui représente 250 millions. Et donc, en fait, ils sont contents d'être OVNI, quoi. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a en fait aussi cette intention, tu vois, de venir vers moi. Évidemment, c'est gratifiant, mais aussi, tu vois, le côté influence qui est très smart, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Moi, je vois l'impact que j'ai chez certains de mes sponsors, mais t'as pas idée, quoi. C'est hallucinant. Et en fait, là, tu vois, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je vais le dire quand même. Puis ils le couperont s'ils veulent, ils coupent pas, mais je crois qu'on a signé. Tu vois qui c'est ? Non. Le mec qui a fait l'année dernière, l'année d'avant, c'est un extraterrestre. Ouais. Nicolas Piès, qui est Nico de Running Addict, qui est un gros compte dans le running. Voilà, des gens autour de moi aussi, et de mon podcast et de Génération Utursat, des invités qui sont venus, qui viennent dans OVNI. Enfin, c'est un truc de ouf. Et pour moi, là où c'est important, ça m'a sauté aux yeux quand tu viens de dire, comme le Isaïe 1, c'est qu'il y a, en plus du côté entrepreneur et de l'argent que chacun apporte, il y a la visibilité, le réseau, le métier, l'intelligence. Et pour moi, on est vraiment sur le next big. Ouais, tu vois, en effet, Isaïe, moi, je me souviens à l'époque, quand je parlais à NKM qu'il avait vendu, à PKM, ouais, à Pierre, quand il avait vendu Price Minister, il me disait, comme je le fais désormais maintenant, mais écoute, je passe tout par Isaïe, et il renvoyait tout là-bas, tu vois. Et donc, c'est intéressant. C'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on recommande aux jeunes Alexandre ou autres qui connaît pas tout ça? On lui dit de venir nous contacter chez OVNI. Il y a des choses qu'on t'a pas dites que tu aurais aimé qu'on te dise plus tôt? Tu veux dire quand tu étais tu débutais avant de lever ou... Ouais, avant de lever. J'en ai une à te proposer. Je réponds à ma question, mais tu vas me dire, j'aimerais bien avoir ton... Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut pas oublier que... je crois que OVNI se débrouille bien là-dessus, mais que c'est... en fait, on a autant besoin l'un de l'autre. Tu vois, et en fait, souvent, quand tu vas voir des fonds, surtout quand t'es jeune, t'es un peu en mode... allez, s'il te plaît, file-moi ton argent investi, tu vois. Et en fait, je pense que cette posture, elle n'est pas déjà toujours très bonne, mais surtout, elle n'est pas très saine. Et en fait, il y a un moment où les gens, ils veulent, des investisseurs, s'ils investissent chez toi, ils veulent gagner. Toi aussi, tu veux gagner, tu as des intérêts alignés, mais ils le font pas pour te faire plaisir, quoi. En fait, c'est pas sympa de leur part. Tu peux les remercier à la fin de te faire confiance, ça c'est encore autre chose. Mais pour moi, quand tu es jeune, et il y en a des plus vieux qui sont comme ça, mais il y a une question vraiment de posture, quoi, de pas se mettre en déférence. Je sais pas si tu es d'accord. Ah clairement, après c'est exactement comme quand tu vends un produit. Enfin, pour moi, tu vends une partie de ton capital d'une certaine manière, même si c'est pas tu mets pas d'argent dans ta poche quand tu lèves des fonds. Mais la posture, c'est que par définition, il faut quand même que tu aies un certain appétit à acheter un produit. Donc si tu montres que tu es le dernier coca du désert dans lequel personne n'a voulu investir, c'est pas la meilleure des solutions pour donner envie. Et ça veut dire pour ça, notamment, peut-être poser beaucoup de questions au fond sur ce qu'ils font. Alors, après, il faut partir du postulat, je pense quand même, en général, qu'un fonds ne fera rien pour toi à part te donner de l'argent. On est d'accord ou pas ? On veut tous faire plus, mais chez OVNI y compris, mais je pense que le postulat de base, c'est pas le fonds qui va gérer ton entreprise. Non, quoi. C'est sûr. Après, nous, quand tu disais tout à l'heure comment on fait, alors évidemment, Isaïe n'était pas du tout aux manettes, mais ça nous a donné une sérieuse crédibilité et un sacré réseau. Donc, je trouve que nous, en tant qu'entrepreneurs qui étions pas parisiens à l'origine, etc., on n'avait pas de réseau, et le réseau dans le business... peu importe quel business, il est quand même ultra important. Et je me rends compte en habitant à Bordeaux que ceux qui n'ont pas de réseau, les tailles de tour, elles sont quand même beaucoup plus petites, pour des business parfois plus avancés que d'autres. Donc, pour moi, le réseau, il est hyper important. Et après, comme tu dis,
Ça reste quand même un mariage pendant plusieurs années, souvent des aventures longues. Isaïe, du coup, ils sont rentrés en décembre 2015, ils sortiront en août 2024 totalement du capital de Studapart. Donc c'est quand même 9 ans. Et donc en 9 ans, tous les ans, tu vas leur faire signer des docs, tu vas avoir des moments compliqués. Donc il vaut mieux bien gérer quitte à ta table de capitalisation parce que c'est quand même derrière pas ton quotidien, mais à chaque moment, en tous les cas cruciaux, tu vas devoir faire appel à eux, y compris pour signer ta rémunération tous les ans. Donc. Ouais, ça pique un peu ça, même quand t'es majoritaire. Amaury, ton associé, il a investi dans OVNI ? Non, pas encore. D'accord, c'est en cours ? On y travaille ? Lui, il a fait des choix différents patrimonialement parlant, et donc voilà, je sais pas. Amaury, viens nous voir, on va en parler. Très clair, vous êtes en bon terme avec Amaury ? Ouais, très bon. Vous parlez tout le temps ou... Ouais. On se parle moins depuis qu'on a moins de choses à gérer pour Studapart quand même, puisqu'effectivement on se parlait plusieurs fois par jour tout le temps, mais bon, on a quand même pas mal d'investissements à côté en commun, donc oui, ça reste un de mes top contacts WhatsApp. Ok, pourquoi Bordeaux ? Proximité avec l'océan, un peu plus de tranquillité qu'à Paris, connectivité avec Paris en moins de 2 heures comme tu as pu faire ce matin. Super, je trouve, ville, écosystème un peu plus à taille humaine qu'à Paris, et je me projetais pas avec des enfants à Paris. Ok, extra. Écoute, tous les gens que j'ai vus à Bordeaux étaient ravis d'être à Bordeaux là. Ville paisible. Et puis belle et puis quand même dynamique, donc c'est cool. Ok, écoute, pas de regret sur Bordeaux, tu reviens pas à Paris, non ? Pas de regret, après j'ai que 29 ans, voilà. Et justement, à partir du moment où tu as ton réseau à Paris et que tu as déjà fait finalement ton trou, entre guillemets, c'est plus un problème d'être à Bordeaux pour lever de l'argent ou... Oui, beaucoup moins. Okay. Beaucoup moins. Je pense. Après, j'ai pas encore lancé de projet, mais j'imagine que quand tu as rendu 11 fois la mise à tes investisseurs, tu peux espérer avoir des retours de mail positifs. Je pense que tu as raison et je pense que par moment, ça peut me mettre un plus, en l'occurrence, pour plein d'histoires de coûts, de recrutement, d'équipe. Ouais. Moi, ce matin, j'étais avec un ancien invité de Génération It Yourself qui s'appelle Gilles Raymond, qui cartonne. Lui, il habite entre Bordeaux, San Francisco et Maui, je crois. Il monte ses projets comme ça, il bosse. Ça change plus rien une fois que tu as prouvé, de toute façon. Ok, très clair. Où est-ce qu'on te contacte sur LinkedIn, Alexandre Ducœur ? Ouais, ok, tout attaché, Ducœur. Comme ça s'écrit. Voilà. J'ai pas et les plaies. Écoute, très bien. Pas de prochain projet. Il y a des choses où on peut te contacter. Je sais pas. Pourquoi on te contacterait ? On peut me contacter déjà pour des conseils sur l'entrepreneuriat. On peut me contacter pour lever des fonds. Donc, j'ai investi quand même quelques tickets dans pas mal d'entreprises. Et voilà. Ok. Bon, très bien. Et voilà. Alexandre Ducœur, merci pour ton temps. Bravo, c'est impressionnant tout ça. Bravo pour Studapart que je vais poncer ce week-end donc et puis je vérifierai lundi hein. Ouais. Il est probable que je fasse tout ça en l'occurrence et puis écoute on va tester tout ça. Je suis impatient de voir la suite de tout ça et puis je suis ravi de t'avoir comme associé LP voilà. Dans OVNI. Ravi, pareil. Parce que tu vois moi qui suis notamment sur Alvo, sur des business de marketplace, je trouve ça toujours intéressant d'avoir Super des gens. Alvo d'ailleurs, ouais. Je me suis inscrit pour regarder justement si un jour je reprenais une boîte, à quoi ça ressemblait et c'est très très bien fait, donc bravo. Écoute, j'ai déjeuné avec une jeune femme aujourd'hui, Clémence Desneiges, pour ne pas la citer, et puis qui me parlait un peu de ses prochaines étapes, etc. Puis elle avait entendu parler d'Alvo. Et elle me disait, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu as des idées de boîtes, de trucs et tout ? Je lui dis, mais t'as regardé Alvo en fait Et c'est marrant parce qu'elle avait vu Alvo comme... elle trouvait que l'idée était bien, comme une start-up, mais elle s'était pas sentie concernée elle-même pour racheter une boîte. Ouais, pour racheter je lui dis, mais mets-toi des alertes en fait, tu vas voir, c'est mind-blowing quoi. Enfin,
tu reçois des trucs, il y a des moments, tu te dis, ah ouais, bon là, celui qui me fait marrer en ce moment, j'irai pas, je vous le dis tout de suite. De vente de cochons. Là, ouais, tu l'as vu dans ma newsletter, non? Ça me tue. J'y ai pensé, mais tous les jours, je me dis, bon, je le ferai pas. En gros, c'est découpé et emballage de viande de porc. Ouais. Bon, tu te dis, je suis pas sûr d'être prêt à entendre des animaux crier toute la journée. Non. Mais je me suis pas projeté à apporter de la valeur à ça. Je me suis dit, bon, ça, c'est un super business apparemment sur le papier. Mais 15 millions de CA et tout. Non, mais voilà. Mais en revanche, il y a des trucs comme ça. Ce week-end, à la Villa Maria, je pense que je vais l'inviter d'ailleurs. Là, hier soir, j'ai vu un mec qui a acheté un business qui fait des lagons. Des lagons, t'y crois ou pas? Il fait c'est des piscines, si tu veux, filtrées avec du sable. Ouais, avec du sable. Et donc en plus, souvent, t'as pas besoin de non, mais t'as pas besoin de permis de construire et tout. Ah ouais, ok, d'accord. Donc tu peux en fait faire ça à des endroits où en fait on t'autoriserait pas. Il a plein de campings, une piscine, il a plein de campings. Là, il va se lancer aux États-Unis. Il a acheté cette boîte 520 000 euros si mes souvenirs sont bons. Il fait plus de 4 millions 3 ou 4 ans après, il fait plus de 4 millions de CA. Il fait plus d'EBITDA que le prix qu'il l'a racheté il y a 4 ans, tu vois. C'est une belle histoire. Et il s'éclate. Et bon, c'est des lagons, tu vois. Faut avoir... l'avantage, c'est que du coup, je trouve que quand tu veux racheter une boîte, tu peux redémarrer une phase de 0 à 1 si tu as un changement de business model ou l'addition, par exemple, d'une autre verticale de cette boîte, mais tu as déjà une sorte de cash flow. Enfin, tu as amorti déjà, tu as des premiers clients. Enfin, soit une petite équipe, tu pars pas totalement de zéro. Et du coup, je trouve que ça coche pas mal de cases. Quand tu disais tout à l'heure pourquoi ne pas être resté chez Studapart, parce que il y avait plein de raisons, mais quand même, si tu refais une boîte, cette phase où tu as 0 salarié, 0 rien, elle est quand même un peu je te confirme. Je crois que celle-ci, moi, je la ferai. C'est celle où je suis fort, mais je suis pas sûr d'avoir encore envie de la faire. Parce qu'en fait, tu t'apportes pas tant de valeur que ça dans cette partie-là, en fait. Tu vois, faire ton premier million, c'est hyper dur. Ah ouais, clairement. C'est hyper dur. Alors que, bon, alvo.market, ovni.vc, vous nous suivez sur LinkedIn. Moi, c'est Mathieu Stéphanie. Toi, c'est Alexandre Ducœur. Sur Insta, où vous voulez. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Merci, en tout cas. On se régale. On reçoit de plus en plus de messages des contenus, autour des contenus Alvo. Je suis trop content. On a même des amis, confrères VC qui sont gentiment jaloux. Je dis ça gentiment parce que voilà, je pense. Des contenus OVNI alors. Ouais, des contenus. J'ai dit Alvo, pardon, des contenus OVNI. Okay. Qui nous disent, je pense à Thierry Van Val, Wind, avec des tas de gens qu'on adore. Et voilà, moi je leur passe un coucou à Thierry comme à d'autres parce qu'en fait. C'est notre edge, mais nous, on est toujours content de bosser avec vous aussi. On pense à vous, envoyez-nous aussi des beaux dossiers, on vous enverra des nôtres par la même occasion. Je sais qu'on est dans un secteur très concurrentiel et à la fois, c'est un secteur où il faut bosser en très bonne intelligence entre à la fin, on est concurrents, mais aussi amis. Ouais. Ça dépend du moment. Exactement. Je préfère partager plein de NVIDIA à plusieurs que très peu de casseroles tout seul. Allez, salut tout le monde, c'était un grand plaisir. À plus sur ovni.vc. Salut.